Tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur l'IA générative et l'utilisation des principes du MLOps et des outils du MLOps dans le cadre de la mise en production de LLM afin de spécialiser les LLM et les applications LLM, de les déployer et de pouvoir les monitorer. Donc moi, je suis Ludovic Rocroy, je suis AI architecte chez Craft AI et je suis avec Raphaël qui est data scientist senior chez Craft AI aussi. Donc au niveau du sommaire, on va commencer par une petite introduction sur les LLM qu'on peut utiliser soit en utilisant des codes open source, soit en utilisant des API commerciales. Donc quelles sont les caractéristiques de chacune de ces offres. Et ensuite, on va se focaliser sur toute la partie open source en donnant quelques éléments, quelques tips pour aller déployer et utiliser des LLM open source dans le cadre de la construction d'applications. Et puis ensuite, on passera sur la plateforme de MLOps, Craft AI, sur laquelle on va vous montrer le déploiement d'un LLM dans un premier temps, et puis ensuite le monitoring d'une application utilisant un LLM sur cette même plateforme. Et puis ensuite, il y aura une petite conclusion, et puis surtout, on vous laissera un espace pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, normalement, dans l'application, vous avez accès à un chat qui vous permet de poser des questions que tout le monde pourra voir, et vous avez aussi un espace de questions. Et là, on sera les seuls à les voir. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, on y répondra à la fin. Donc, juste pour situer la chose, Craft AI, c'est une plateforme donc, de MLOps. Ça veut dire que c'est une plateforme qui permet d'aller mettre en production à l'échelle n'importe quel code Python. Donc, ça peut être du machine learning classique, type de la prédiction de consommation, ça peut être de la computer vision, ou ça peut être des modèles de langage LLM, puisque tous ces outils peuvent exploiter des librairies open source en Python. Et grâce à cette plateforme, en plus de mettre en production, on va pouvoir créer assez simplement des API, déclencher des exécutions périodiques et puis aller monitorer l'infrastructure, la performance, le temps de réponse ou tout un tas d'informations. On va vous montrer des exemples dans le cadre des LLM. Donc pour commencer, open source ou commercial. Alors pour introduire cette partie-là, je vais vous parler des cas d'usage en fait qui nous reviennent de nos prospects ou de nos clients, qui sont assez variés. On va avoir des demandes de création de chatbots de service client ou de chatbots pour faire une hotline technique de niveau 1. On va aussi avoir des outils, des demandes pour des outils type assistant en recherche d'informations dans une grosse base documentaire. Donc, ça peut être par exemple un avocat qui va chercher à aller poser des questions sur eh bien, tout ce qu'il y a dans les anciennes jurisprudences ou dans les textes de loi. Ça peut être un élève qui va vouloir poser des questions à ses contenus de cours. Et puis, on a aussi des cas d'usage qu'on nous demande régulièrement de génération de contenu, par exemple génération de mails de prospection ou mail marketing automatisé à partir d'informations qu'on peut avoir sur un prospect ou de la génération de contrats. Donc, on voit qu'il y a une certaine variété de cas d'usage, une certaine variété d'utilisateurs potentiels, avec à chaque fois au milieu un LLM, mais autour de ce LLM, tout un tas de petites choses qui vont changer. Donc, je te laisse la main pour présenter les offres. Ouais, donc du coup, pour mettre en place une application centrée sur l'LM, évidemment, l'élément au cœur de cette application, ce sera le LLM qu'on choisit d'utiliser. Et pour ça, on a globalement deux grosses familles d'approches, les LLM commerciaux ou les LLM open source. Les LLM commerciaux, c'est typiquement tout ce qu'on a dans la gamme d'OpenAI, tous les GPT, mais plus récemment aussi les modèles fournis par l'API fournie par Mistral ou les modèles Claude d'Anthropic. Donc ça, c'est des modèles qu'on va pouvoir utiliser via des API qui sont mises à disposition par ces entreprises. C'est en général des modèles qui sont très très gros, qui peuvent faire de 100 à 1000 milliards de paramètres, et du coup, sur lesquels on a un petit peu moins de contrôle, on va aller les interroger via une API et recevoir la réponse directement. L'autre famille, c'est évidemment les modèles open source. Donc là, on retrouve des acteurs un peu similaires comme Mistral AI, mais des acteurs plus spécialisés dans les modèles open source comme Meta avec les modèles Llama. C'est des modèles qui sont en général plus petits, donc on est plutôt entre 1 milliard de paramètres à 70 milliards à peu près pour les plus gros. Et là, en revanche, il faut directement intégrer l'appel à ces LLM dans notre code en général en Python, et donc directement dans le code de l'application, donc ce qui demande un travail un peu plus important, mais plus de maîtrise et plus de contrôle également, comme on le verra.
Alors, pourquoi on pourrait choisir d'exploiter des LLM open source plutôt que des API? Parce qu'effectivement, les API type GPT-4 sont extrêmement réputées, mais elles ont quelques inconvénients. Alors, la première raison qu'on rencontre énormément en France, et puis pas que en France, bah, c'est le besoin de souveraineté de confidentialité, c'est-à-dire que on a des entreprises qui vont demander à avoir une solution 100% française ou à minima 100% européenne, parce qu'ils vont pas vouloir partager des documents confidentiels avec des entreprises américaines et du coup être soumis au droit américain qui peut poser certains soucis. On a aussi d'autres entreprises qui vont tout simplement, comme le service public, qui vont tout simplement favoriser l'industrie française et donc qui vont vouloir éviter de faire appel à des géants américains. Donc ça, c'est une raison très importante qui peut pousser à utiliser l'open source. Une seconde raison, bah, ça va être la maîtrise de la consommation énergétique et des coûts. Comme l'a dit Raphaël, on est sur des modèles entre 100 milliards et plusieurs milliers de milliards de paramètres pour certains, pour les API commerciales. Et donc, ça va coûter très cher. L'ordre de grandeur pour le traitement d'1 million de mots sur un GPT-4, ça doit être 80 $ pour traiter 1 million de mots en entrée comme en sortie. Donc, on peut vite avoir des factures qui vont monter très haut sur certains prospects. On a fait des estimations, on était à 1 million d'euros de frais anticipés par an. Donc, on s'est dit, on ne va pas partir sur cette solution-là, on va partir sur de l'open source. D'autant que les modèles commerciaux, les gros modèles commerciaux sont hyper performants, mais sur certains cas d'usage, on n'a pas besoin d'une telle performance. Donc, en fait, on paye pour rien. On peut aussi avoir une sensibilité à la consommation énergétique. On peut avoir des entreprises qui vont vouloir, par volonté, utiliser des solutions plus frugales. Et le dernier point qui est assez important, c'est la maîtrise du versionning et de la constance des outputs. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez de l'open source, si vous récupérez un modèle, le modèle il restera le même et dans un an, votre Mistral 7B V0.2 instruct, ça sera toujours le même. Alors que votre API, GPT 3.5, GPT 4, vous ne savez pas s'il ne va pas y avoir une mise à jour du modèle derrière. En fait, vous êtes à peu près certain qu'il va y avoir des mises à jour puisque ça a été constaté par des utilisateurs. Et ça peut poser souci. Quand vous voulez vraiment maîtriser vos solutions, c'est un peu embêtant d'avoir un risque de changement. Le deuxième point, c'est aussi la disponibilité de l'API, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous garantit que, par exemple, l'API GPT 3.5 sera toujours disponible dans un an. C'est une offre commerciale, elle est moins chère que celle de GPT 4. Il se peut qu'à un moment, OpenAI décide de couper les accès et à ce moment-là, vous êtes aussi embêté, vous allez devoir tout recabler. Donc tout ça, c'est tout un tas de raisons qui font que des entreprises peuvent vouloir utiliser l'open source. Et là, c'est le résultat d'une petite enquête qui s'est faite récemment sur l'optique d'utilisation de l'open source par les entreprises. Et on voit que globalement, il y a 20% des entreprises, 18% qui ne prévoient pas d'utiliser plus l'open source dans les années à venir et à peu près 80% qui prévoient d'augmenter l'utilisation de l'open source, moitié tout de suite, c'est déjà prévu, et l'autre moitié, c'est on attend que ça s'améliore au niveau des performances, mais on a quand même prévu de passer à l'open source. Donc, il y a vraiment un mouvement très fort et un très gros marché pour aller vers l'open source. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on va regarder quels sont les points principaux qu'il faut étudier, qu'il faut avoir en tête quand on va vouloir mettre un LLM en open source en production. Donc effectivement, pour mettre ce type de modèle en production, on a beaucoup de paramètres à régler, mais ce qui va nous donner finalement une grande latitude pour en fait optimiser l'utilisation du LLM pour notre cas d'usage. Et on peut regrouper ces paramètres-là en 4 grandes catégories. On va avoir des paramètres qui vont jouer sur le type et la qualité de la réponse attendue. Des paramètres qui vont en fait être directement sur le choix du modèle, qui vont avoir un impact assez fondamental sur tout le reste, sur la qualité des réponses, sur le temps d'inférence, etc. Il va falloir choisir évidemment l'infrastructure de calcul qui va porter ce modèle-là et choisir une infrastructure qui permet de réaliser l'application qu'on a en tête, mais pas de le surdimensionner parce que ça coûte aussi vite cher. Et on a aussi tout un tas de techniques de pré-processing et de post-processing qui permettent de spécialiser la réponse du modèle pour le cas d'usage qu'on a vraiment en tête. Sur chacun de ces blocs-là, on a un certain nombre de paramètres qui en fait interagissent un petit peu entre eux. Nous, on va voir comment on peut réfléchir à tout ça pour vraiment tailler notre application LLM sur mesure autour d'un modèle open source.
Donc le premier point à regarder quand on va vouloir créer ces applications, c'est surtout de ne pas faire l'erreur de foncer directement dans la technique. Il faut d'abord regarder l'usage, le cas d'usage qu'on va avoir et l'utilisateur qu'on va avoir, parce que ça va énormément impacter tout ce qu'on va vouloir mettre en place derrière techniquement. Je donne un exemple. En fait, pour un même cas d'usage, par exemple, un système qui va permettre d'aller fouiller dans une base de données, eh bien, on ne va pas devoir le construire de la même manière en fonction de l'utilisateur. Imaginez un professionnel formé, donc un ingénieur, un technicien qui va aller interroger une base de documentation technique qui a plusieurs décennies d'historique avec des dizaines de milliers de documents. C'est un ingénieur du domaine, c'est un professionnel qui va utiliser très régulièrement l'outil. Donc, quand il va faire des requêtes, même si les réponses ne sont pas hyper carrées, on a quand même un professionnel qui va avoir un sens critique, qui va aller vérifier ses réponses parce qu'il sait qu'il a la responsabilité derrière de ce qu'il va en faire. Et donc, on peut peut-être s'autoriser à être un peu moins précis dans les réponses. À côté de ça, si on a le même type de cas d'usage, mais cette fois qui s'adresse à un utilisateur lambda, donc là, je donne l'exemple d'un citoyen qui va rechercher des informations administratives sur le portail de sa ville, par exemple, sur j'ai acheté un vélo électrique, à quoi j'ai droit comme aide, ou bien un étudiant qui va aller poser des questions dans son cours, il faut faire attention parce qu'on a potentiellement un risque de confiance aveugle dans la réponse et il va peut-être y avoir des choses à faire pour mieux contrôler les outputs, un modèle qui va peut-être s'auto-évaluer pour éviter de donner une réponse s'il n'est pas certain que la première réponse formulée est bonne. Et ça, c'est capital parce que cette qualité attendue, ça va vraiment impacter tout le reste, le choix des modèles, l'infrastructure, le pré- et le post-processing. Donc maintenant qu'on a évalué ça, on va attaquer le deuxième point qu'il va falloir choisir rapidement. C'est le modèle exploité. Et le modèle exploité, c'est grosso modo une problématique d'équilibre entre la qualité de la sortie, la qualité des réponses qui vont être fournies par votre LLM et le coût des infras pour le faire tourner. Je vais vous donner un exemple. Les modèles, ils ont un impact extrêmement important sur la mémoire vidéo qui est associée au GPU. Ça va être le facteur le plus limitant. Et là, je vous donne deux exemples de modèles open source. Un modèle 7B, il va prendre 14 gigas en VRAM si on le prend tel quel. Un modèle 70B, il va en prendre 10 fois plus, normal. Là, c'est quand on est codé sur chaque poids est codé sur 16 bits. Ça veut dire que quand on passe d'un modèle 7B à un modèle 70B, si on touche rien, on a des machines qui sont grosso modo 10 fois plus grosses et pas vraiment 10 fois plus chères, mais on a quand même peut-être un x5 entre les deux. Donc ça va être très important parce que les coûts machines sont quand même très importants dans les applications LLM. Alors pour résoudre ce problème, on a des techniques. La plus connue, la plus répandue, c'est la quantisation, c'est-à-dire qu'on va réduire la taille des poids des modèles. Au lieu de coder chacun des poids sur 16 bits, on va par exemple les coder sur 4 bits. L'intérêt, c'est qu'on on réduit relativement peu la performance des modèles. Et surtout, pour une même empreinte en VRAM, il vaut mieux avoir un modèle avec plus de paramètres quantisés qu'un modèle avec moins de paramètres qu'on n'aurait pas quantisés. Ça veut dire que si je vous donne les exemples en dessous, un modèle 7B quantisé sur 4 bits, il va tourner sur 3 gigas et demi de VRAM. Ça veut dire que ça tourne tranquillement sur une infrastructure avec des GPU T4, L4 et 16 Go de VRAM. Alors qu'un modèle 70B, quand on va le quantiser, il va falloir plutôt un H100 avec 80 Go de VRAM, c'est plus cher. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il vaudra peut-être mieux utiliser un modèle 70B quantisé sur 4 bits, qui va prendre 35 Go de RAM, plutôt qu'un modèle non quantisé qui va prendre 30 milliards de paramètres. Voilà, donc la quantisation, c'est vraiment très efficace. Alors après, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'algos de quantisation, donc c'est pas aussi simple que ça, mais c'est très efficace. Une deuxième méthode pour obtenir le meilleur avec des modèles qui sont pas trop gros, ça va être le fine-tuning. Donc, on va spécialiser le modèle en le fine-tunant. Ça veut dire qu'on va prendre le modèle, par exemple, de Mistral, un Mistral 7B, et puis on va refaire un apprentissage avec des données qui nous sont propres et plus proches de notre cas d'usage. Alors, c'est un peu compliqué parce que ça impose d'avoir un dataset adapté. Et ça, c'est fastidieux de créer des datasets. L'avantage d'un LLM, c'est qu'aujourd'hui, on le prend tel quel, il a déjà appris et on n'a pas d'apprentissage à faire, pas de data à retrouver. Là, si on veut faire ça, il faut créer un dataset ou bien
il faut trouver un modèle qui a déjà été fine-tuné. Alors c'est possible, par exemple sur Hugging Face, on peut trouver des modèles, je pense Mistral ou Lama, qui ont déjà été fine-tunés, par exemple sur du vocabulaire médical ou sur du vocabulaire lié aux aspects légaux. Je ne sais pas quelle est la performance de ces modèles-là. Donc on peut utiliser ça aussi, mais il y a quand même un risque à ces modèles fine-tunés, c'est que forcément, on les réentraîne sur un nouveau dataset. Alors c'est bien, ce dataset, il est bien adapté à notre cas d'usage. Par exemple, je travaille dans l'industrie nucléaire, je lui mets un dataset avec plein de documents nucléaires, il va apprendre toutes les spécificités du vocabulaire nucléaire, tout ce qui peut exister comme installation en France, par exemple. Sauf que on va pas lui refournir le dataset d'origine d'entraînement, celui que Mistral a développé, par exemple. Et Mistral, c'est quand même des grosses pointures. Ils ont beaucoup travaillé sur leur dataset. Quand on reprend leur modèle et qu'on libère les poids pour aller faire un réapprentissage, eh ben, on n'a plus accès à ce dataset d'origine. Donc, on risque d'avoir un modèle qui va peut-être oublier certaines choses, oublier comment on raisonne, oublier comment on fait des questions-réponses, oublier ce que veut dire tel ordre quand on lui confie une mission. Donc, il faut faire attention avec le fine-tuning. C'est pas forcément la chose à faire en première intention. Ça peut être utilisé si on n'arrive pas à faire autrement. Et Raphaël, je vais te laisser la main sur la partie infra. Oui, donc comme vient d'en parler Ludovic, évidemment le choix du modèle et avec la quantisation qu'il peut aller avec va déterminer de manière assez importante le choix de l'infrastructure qu'on va devoir faire parce que il va falloir intégrer ce modèle, charger ce modèle dans la mémoire vidéo, dans la VRAM du GPU. Mais c'est pas le seul facteur en fait qui va déterminer l'infrastructure sur laquelle on va vouloir déployer notre modèle, puisque étant donné la nature en fait autorégressive des modèles de langage comme les LLM, en fait, pour faire une inférence, on a aussi besoin de charger simultanément toute l'entrée qu'on va passer au modèle et également la sortie qu'il va devoir produire. Et donc, par exemple, si on a un cas d'usage où on a besoin de passer des entrées très très grandes, que ce soit parce qu'on fait du chat et qu'on veut passer tout l'historique de la conversation, ou parce qu'on veut apporter des documents associés à la question, ou des outputs qui peuvent être très volumineux si on demande de produire des analyses assez complexes, eh bien on peut en fait avoir un grand besoin en VRAM aussi pour gérer ces grandes tailles d'input et d'output. Et donc, ça dépend complètement des cas d'usage. On peut imaginer des cas d'usage où, si on demande un résumé, par exemple, de petits documents, on n'aura pas un gros besoin, mais pour certaines tâches plus complexes, ça peut demander aussi beaucoup de VRAM supplémentaires. Et également, évidemment, le nombre d'utilisateurs simultanés qu'on veut servir, en fait, dans des cas d'usage, va avoir un grand impact parce que si on veut servir 100 utilisateurs, il faudra simultanément, sans que chacun ait à attendre que la requête à un utilisateur précédent ait été finie, ça veut dire qu'il faut avoir dans la VRAM au même moment chargé tout le contexte et toutes les sorties qu'on veut produire pour cet utilisateur. Et si on a des besoins de réactivité, du coup, on peut avoir des gros besoins en VRAM à ce moment-là. Mais si par exemple on a un cas d'usage où on souhaite faire des résumés de corpus de documents quotidiennement et on veut faire ça pendant la nuit pour que quand on arrive le lendemain on puisse exploiter ces résumés, on n'a plus du tout ce besoin de réactivité, donc ça dépend complètement de tous ces paramètres. La VRAM, donc on en parle beaucoup, mais c'est effectivement vraiment un élément clé en fait dans la mise en place d'applications LLM parce que c'est comme on dit le bottleneck en fait dans la vitesse et la réactivité des applications LLM, c'est ça qui prend essentiellement du temps, en fait, c'est de charger et décharger des choses en mémoire. Donc, c'est vraiment un élément clé. Heureusement, il existe des techniques d'optimisation de l'utilisation du GPU et de la VRAM. Il y a des librairies qui existent, comme par exemple une qui est assez populaire en ce moment, qui s'appelle VLLM, qui en fait fournissent une meilleure implémentation des couches de réseaux de neurones, typiquement les transformers, pour mieux exploiter cette ressource matérielle. Et donc, dans des petites expériences qu'on a pu faire, on a pu faire tourner un Llama 7B avec VLLM sur un GPU H100 et ça tenait à peu près une cinquantaine d'utilisateurs en simultané avec un rythme de 15,7 mots par seconde, ce qui est largement suffisant pour des applications en direct parce que personne, a priori, ne lit à cette vitesse-là. Donc voilà, avec un GPU qui est certes pas petit, mais qui n'est pas non plus énorme, on peut faire obtenir une application qui tient quand même suffisamment bien à la charge. Et là, on avait des entrées et des sorties qui étaient assez réalistes, je dirais de taille moyenne. Donc, grâce à ces librairies-là, on peut quand même s'en sortir sans
forcément dépenser énormément dans des énormes GPU. C'est jamais parfait hein, comme solution, comme toujours, il y a toujours un compromis. Là ici, ben, c'est une librairie de plus, donc ça veut dire qu'on a une certaine dépendance à cette librairie. Typiquement, on a des modèles qui se sont mis à ne plus fonctionner il y a quelques jours et qui fonctionnent sans VLLM, mais qui ne fonctionnent plus avec, alors qu'ils fonctionnaient très bien jusqu'à maintenant. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de petits aléas malgré tout. Et il y a quelques questions de compatibilité aussi qui se posent, parce que par exemple, VLLM ne fonctionne pas avec tous les modèles, il fonctionne avec beaucoup de modèles, mais pas tous. Il ne supporte que certains algorithmes de quantification, etc., etc. Donc voilà, ça reste une contrainte supplémentaire, même si ça permet de réduire beaucoup les coûts en infra. L'autre problématique qu'on a liée à l'infrastructure, c'est une fois qu'on sait, on a dimensionné la machine dont on va avoir besoin, en tout cas dans un premier temps pour notre application, faut savoir sur quel cloud on va vouloir l'utiliser. Et il y a d'autres paramètres en fait qui rentrent en compte dans ce choix-là, typiquement la souveraineté, le coût et la disponibilité des machines. La souveraineté, tous les clouds ne permettent pas d'avoir des machines dans un cloud souverain, par exemple en France, et c'est, comme le disait Ludovic, des problématiques qui reviennent assez souvent chez nos prospects. Les coûts, pour donner quelques exemples, pour des GPU qui sont assez petits, comme un T4 ou un L4, on est à peu près à 500 € par mois chez AWS et chez Scaleway en ce moment. Mais pour des GPU un petit peu plus gros, comme des H100 avec 80 Go de VRAM, Scaleway est à 1800 € contre 9000 € par mois pour Amazon. Donc là, il y a une plus grosse différence. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Mais à l'inverse, chez Scaleway, on a une disponibilité un peu plus limitée des machines. Donc, si on a besoin à un moment de vouloir scaler rapidement, de pouvoir prendre beaucoup de GPU d'un coup, voilà, il va falloir se poser ces questions. Ça ne va pas nécessairement être possible. Donc voilà, il faut vraiment avoir bien tous ces paramètres en tête pour savoir comment monter son infra pour une appli LLM. Maintenant, quand un LLM, maintenant une fois qu'il est servi sur une machine, le souci de ces modèles, c'est que si on les prend nus tels qu'ils sont, on va avoir beaucoup de mal à maîtriser la réponse qu'ils nous donnent, parce qu'un LLM va être fait pour prédire la réponse la plus probable à une question qu'on lui a donnée, et bien souvent, ça ne va pas forcément correspondre à nos attentes, tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme, on peut avoir envie qu'ils nous répondent avec une forme un peu plus structurée, comme une liste ou un format bien défini, comme un JSON ou un tableau, ce genre de choses. Sur le fond, on peut parfois avoir ce qu'on appelle souvent des hallucinations, donc des fausses informations qui sont données, et on voudrait pouvoir cadrer un petit peu tout ça. Heureusement, là encore, on a un certain nombre de techniques qui s'offrent à nous, qui apportent différents compromis. La première, c'est évidemment le prompt engineering, qui est probablement la plus connue et qui est également la plus simple à implémenter. Elle a l'avantage d'être assez versatile parce qu'elle consiste uniquement à donner une instruction au LLM en amont de la question qu'on va vraiment lui poser. Et donc, systématiquement, à chaque fois, avant de poser une question, on lui passe une petite série d'instructions, comme par exemple pour lui donner une mission, donc réponds à cette question ou traduis ce document ou résume ce document. Pour l'inciter à répondre dans une certaine langue, pour l'inciter à décomposer sa réponse comme étant un raisonnement, ou pour inciter à formater la sortie dans un certain format. Ici, on est bien incité parce que c'est une technique qui ne garantit absolument pas le résultat. En général, ça augmente la satisfaction qu'on a sur le résultat qu'on souhaite, mais on n'est jamais certain à 100% que le modèle va respecter exactement ce qu'on lui dit. Donc voilà, on a un compromis entre une technique qui est assez simple et versatile, mais qui ne donne pas des résultats toujours satisfaisants. Les deuxièmes options qu'on a comme technique, alors qui sont plutôt sur du pré-processing et plutôt pour améliorer le fond que la forme, c'est ce qu'on appelle le RAG pour Retrieval Augmented Generation, et qui consiste simplement à chaque fois qu'on pose une question à un LLM, on prend cette question et à partir de cette question, on va essayer de trouver des documents qui semblent pertinents pour y répondre. Donc ces documents, ils peuvent être trouvés dans une base documentaire sur Internet, etc. Il y a plein de techniques qui permettent d'aller choisir les bons documents. Ensuite, on passe tous ces documents avec la question au LLM et on attend qu'il nous réponde, du coup, en traitant la question nourrie de ces informations. Ça marche quand même globalement très très bien, mais pour le coup, c'est une technique qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus complexe à mettre en place parce que il faut se connecter à différentes bases documentaires, il faut choisir lesquelles sont intéressantes. Il y a plein de méthodes qui permettent d'aller choisir quel document récupérer à partir de la question. Il y a plein de problématiques d'indexation qui sont très intéressantes, mais voilà, qui peuvent aller très très loin en complexité. Ça rapporte beaucoup de paramétrage du coup, et on a aussi du coup des problématiques d'informations qui peuvent devenir obsolètes dans le temps.
ou de duplication ou voilà, d'informations contradictoires dans la base de documents. Donc il y a beaucoup de choses à gérer, mais les résultats sont vraiment très très bons. Euh, la dernière typologie de technique qu'on a, alors là, cette fois-ci, c'est complètement sur la forme, c'est d'aller formater l'output, mais cette fois-ci, de manière stricte, il y a des techniques qui existent qui vont contraindre vraiment le modèle à générer une sortie dans un certain format ou avec certains caractères en particulier. Donc ça, on peut avoir vraiment verrouillé le modèle pour qu'il réponde dans un format qui nous plaît. Il y a des librairies typiquement comme Guidance qui marchent très bien et qui commencent aussi à être assez populaires en ce moment, qui permettent de faire ça et qui vont permettre du coup de générer un JSON à coup sûr au format qu'on désire. Et donc toutes ces techniques permettent de finalement maîtriser le fond et la forme de ce que va sortir le LLM pour notre cas d'usage. Merci. Du coup, ça c'est un tableau résumé de tout ce qu'on vient de vous dire. Donc vous avez vu qu'il y a énormément de paramètres quand on va vouloir faire des LLM open source avec pas mal de solutions qui permettent de les maîtriser. Et ce qu'on voit, c'est que comme on a une multitude de paramètres, ce qu'on va vouloir faire, c'est vouloir tester pas mal de choses. Et pour pouvoir tester pas mal de choses, on va avoir besoin de déployer des versions, de pouvoir redéployer très rapidement une nouvelle version avec par exemple un nouveau modèle ou avec un nouveau pré-prompt. On va aussi vouloir être capable de monitorer la qualité des résultats avec ce type de paramétrage, l'impact sur l'infrastructure, l'impact sur le temps de réponse perçu par l'utilisateur. Et donc, pour tout ça, c'est très pratique d'avoir des outils de MLOps. Donc là, on va vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, la tête que ça peut prendre de pratiquer ce monitoring dans une plateforme de MLOps, dans la plateforme Craft.ai en l'occurrence, sur un cas d'usage de mise en place d'un RAG. Donc je vous rappelle, le RAG, c'est quoi? C'est d'aller d'ajouter à la question de l'utilisateur des documents qui viennent d'une base documentaire, des extraits de documents qui vont être associés à la question pour créer un prompt et on envoie tout ça au LLM et il va répondre. Et donc, si vous vous rappelez bien, on vous a parlé de plein de paramétrages. Ici, en rouge, on a tous les paramétrages. On va devoir choisir le pré-prompt, choisir le LLM. Alors, lequel on prend? Est-ce qu'on prend Mistral? Est-ce qu'on prend Llama? Est-ce qu'on prend la version 7B, 13B? Est-ce qu'on quantise ou on quantise pas? On a aussi énormément de paramètres au niveau du RAG. On va avoir différentes méthodes de RAG et sur chaque méthode, on va avoir des paramètres. On va pouvoir changer les méthodes d'embedding. On va pouvoir changer le format des documents. Et donc, à la fin, on va vouloir évaluer avec des métriques et puis monitorer l'impact de ces paramètres-là. Donc, pour pouvoir faire tout ça, quand on va vouloir déployer une application, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses. On va avoir besoin d'une infrastructure, comme on l'a dit, avec du GPU et de la VRAM. On va avoir besoin d'un moteur qui va tourner sur cette infrastructure, qui va pouvoir exécuter le code Python, que ce soit le code qu'on va faire ou bien les librairies qu'on va importer. On va avoir besoin de pouvoir créer simplement des API sécurisées pour recevoir des requêtes de l'extérieur et émettre des réponses. Donc les API, on peut en créer des multiples. On va vous montrer un exemple d'ailleurs, où on va créer une API autour d'un LLM et puis ensuite une API autour de l'application qui elle-même va appeler le LLM. Et puis, on va surtout avoir besoin d'outils de monitoring, de l'infra, de l'usage, de la qualité des réponses, etc. Donc, je vais te laisser la main, Raphaël, pour présenter le code en lui-même. Oui, donc voici ici un petit exemple de code de modèle qu'on va vouloir déployer sur notre plateforme, sur la plateforme Craft.ai. Donc c'est un élément de code assez simple, mais qui reprend certains éléments dont on a parlé jusque-là. Donc le nom du modèle, évidemment, donc là on a choisi de déployer un Mistral 7B Instruct V02, donc qui est un petit modèle open source de Mistral qui fait de la question-réponse. Le nombre maximum de tokens, on l'a fixé à 1024 ici, et c'est pour éviter de consommer prendre trop de VRAM, parce que pour ces besoins-là, on n'avait pas besoin on sait qu'on a des outputs qui sont relativement petits. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, dans le pré-prompt, on demande de répondre de manière succincte au LLM. Donc, on fixe
cette taille-là pour éviter de consommer trop de VRAM. On a les quelques lignes qui définissent la configuration de quantification du modèle en dessous, et c'est très très simple à faire. Donc là, ce code-là utilise beaucoup la librairie Transformers de Inface. Avec ça, on peut vraiment quantifier le modèle à la volée de manière assez facile, avec juste quelques lignes qui définissent une configuration. Et si on descend un petit peu en dessous, plus bas, on voit l'instanciation du modèle comme étant un pipeline Transformers, et en dessous la fonction qui utilise ce modèle pour tout simplement faire une inférence. Hein. Le code est très compact. On utilise le modèle, on fait une inférence, on formate un petit peu le résultat pour enlever les balises qu'on a besoin de mettre de part et d'autre de la question, et on renvoie ça. Et ça, on va pouvoir déployer ce code-là sur la plateforme avec un petit script très simple et qui va nous permettre de servir ce code et ce LLM à travers une API sécurisée. Et pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser le SDK qu'on instancie avec ces quelques lignes, ou tout simplement ça va nous permettre d'interagir. C'est un SDK Python qui nous permet d'interagir avec la plateforme très simplement, comme avec n'importe quelle librairie. Et ensuite, on crée le step en spécifiant le chemin de la fonction et le nom de la fonction qu'on veut aller déployer, les entrées et les sorties qui sont ici, le message en entrée et le résultat en sortie. On embarque ça dans un pipeline et on le déploie en spécifiant juste le nom du pipeline. Juste en exécutant ce script, on a notre pipeline qui est déployé derrière une API sur des infrastructures qui sont robustes et sécurisées. Là, on ne va pas le faire en direct devant vous parce que le temps du déploiement est un petit peu long, parce qu'il faut télécharger le modèle, le quantifier, etc. Donc ça prend 5 minutes, donc on l'a fait en avance. Mais voilà, globalement, on lance ce script et au bout de 5 minutes, on a notre API qui est déployée. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne en utilisant des outils de MLOps. Et donc là, en l'occurrence, la plateforme CraftAI. Donc, comme l'a dit Raphaël, hein, on a déployé une API. Alors, on l'a déployé sur cet environnement. Hein, c'est un environnement avec un GPU T4, on en a parlé tout à l'heure, avec 16 Go de VRAM. Et puis, bon, derrière, on a de la RAM et du CPU, mais en l'occurrence, c'est beaucoup moins important. Et on va voir ça tout à l'heure dans le monitoring de l'infra. Donc, comme l'a dit Raphaël, on a déployé une API qui va permettre d'exploiter ce LLM. Alors, on peut aller regarder un peu ce qui se passe. L'intérêt d'utiliser des outils de MLOps, c'est qu'on va pouvoir faire plein d'expérimentations et enregistrer la trace de chacune de ces expérimentations. Donc là, en l'occurrence, si on va regarder les informations qu'il y a dans ce pipeline, on va être capable de voir notamment quel est le code qui a été mis en production ici. On voit que c'est un code qui est hébergé sur GitHub, qu'on est sur la branche dev et qu'on a tel commit. Donc, on est sûr de pouvoir retrouver le code qui a été exécuté à chaque fois qu'on a exécuté ce pipeline. On est aussi donc capable de voir quels sont les inputs et outputs attendus de cette API. Donc, comme l'a expliqué Raphaël, hein, ça attend une chaîne de caractères en entrée et en sortie, ça va sortir un JSON de résultats qui contient notamment la chaîne de caractères en sortie. Donc, comme je vous ai dit, on a créé une API sécurisée. Là, on peut la voir. Hein, le déploiement, il est ici. On peut le mettre en stand-by ou le laisser activer. Cette API, elle a une URL. Et elle a un token d'authentification. Et ici, on a quelques snippets de code en fait en différents langages pour aller requêter cette API. Donc, si on veut, par exemple, créer une petite interface graphique, on peut assez facilement, en utilisant ce bout de code Python qu'on va récupérer, et donc qui contient bien le token, l'adresse de l'URL, et puis ici un espace pour envoyer le message en input. Et si je prends ça et que derrière, je vais le copier dans un VS Code, je peux l'exploiter pour aller construire une petite interface autour. Donc ici, vous retrouvez ce bout de code avec en plus une petite mise en forme du message, parce que ça, c'est Mistral attend une certaine mise en forme des messages en entrée avec un caractère spécial qui dit que ça va commencer, qu'il y a un message qui arrive, et puis une instruction, des balises instructions. On a aussi rajouté à ce message un petit pré-prompt que j'ai mis ici, qui lui dit juste tiens, un assistant, réponds et essaye d'utiliser moins de 3 phrases. Et tout ça, ça a été encapsulé dans une petite fonction qu'on a codée avec Gradio, qui est bien pratique pour créer des petits exemples de chatbot. Donc, on a encapsulé ça dans une fonction de chatbot de Gradio.
Et derrière, on crée le Gradio. Alors ça, c'est pareil, on l'a lancé à l'avance. Ça a créé une instance de Gradio sur ma machine. Et on peut aller voir ce que ça donne. Hein. Ça ressemble à ça. Donc là, j'ai lancé quelques requêtes tout à l'heure. On peut aller lancer une autre requête qui est président de, je sais pas, l'Allemagne, il n'y a pas de président, mais on va voir. Donc ça envoie une requête. Ça va envoyer une requête ici. Et donc, on va pouvoir voir arriver la requête dans la plateforme. Là, encore une fois, tout est enregistré. Donc, on a une requête qui vient d'arriver. On voit qu'elle a duré environ 4 secondes, donc ça a été particulièrement rapide. On voit que même sur une infra relativement raisonnable, bien ça répond très vite, ça analyse très vite la question. Et on a accès ici à tous les inputs et outputs. Alors là, on est sur une fonction très simple, on est sur un LLM brut, donc on voit bien que dans l'input, on a nos caractères qui permettent d'encapsuler le message. On a notre pré-prompt ici, et puis on a notre question. Et puis ici, on a la réponse. Donc là, on voit qu'on a un LLM qui tourne sur une plateforme. Ça a été assez facile à mettre en œuvre. Si on a envie de changer le modèle, on change le modèle dans le code, on redéploie et en 5 minutes, on a une nouvelle version du LLM ailleurs. On peut aller monitorer ce qui se passe sur l'infrastructure pour voir s'il n'y a pas un problème. Alors là, en l'occurrence, hop, je vais vous montrer la machine qui est intéressante. On voit que, bon, en usage GPU, on voit pas grand-chose parce que les requêtes sont tellement rapides qu'en fait, on tape un peu entre plusieurs requêtes. Voilà, ici, on en voit une qui est passée. Bon, on n'a pas un usage GPU faramineux parce qu'on est sur des requêtes qui sont très courtes. Par contre, on peut voir l'usage de la VRAM ici. On voit qu'on utilise à peu près 5 gigas sur les 16 gigas de la machine de VRAM. On voit ici d'ailleurs le moment où on a déployé hier le modèle, où d'un seul coup on a chargé le modèle et donc on a chargé d'environ 5 gigas la VRAM. Le CPU, il bouge pas trop parce qu'il est très peu sollicité sur ce type de calcul. Et puis la RAM, elle est moyennement sollicitée. De toute façon, comme on l'a dit, c'est pas le critère discriminant. On peut aussi aller voir ce qui se passe sur le disque. Hein. Si à un moment on a des problèmes, on peut aller voir si c'est pas un problème de disque qui répondrait pas ou de transfert réseau. En plus de ces métriques d'infrastructure, on peut aussi aller voir des métriques analytiques du fonctionnement de notre LLM. Notamment, on peut aller voir là ce qui s'est passé sur ce déploiement de LLM. On a eu 8 exécutions. En moyenne, les exécutions ont pris un peu plus de 5 secondes. On peut aller voir au cours du temps combien d'exécutions on a eu, est-ce qu'elles ont fonctionné ou pas fonctionné, quel a été le temps moyen par plage horaire. Donc ça, c'est assez intéressant parce que dans le cadre d'un usage réel, il se peut que sur certaines plages horaires, on aille saturer la capacité du GPU ou de la VRAM et du coup qu'on ait une explosion du temps de traitement. Et ça, on le verra parfaitement sur ces outils de monitoring. Donc c'est indispensable en fait d'avoir des outils de monitoring de l'infra et de l'usage. Donc là, on a un LLM qui est déployé sur notre plateforme. On a parlé tout à l'heure d'une application RAG. Donc l'application RAG, en fait, c'est une application qui va venir au-dessus de ce LLM et qui va venir appeler ce LLM. Alors, je vais vous montrer quelle tête ça a. On a mis ça sur un autre environnement. Donc, on est toujours sur un environnement un T4 avec 16 Go de VRAM. Et si je vais voir les pipelines, on a un pipeline ici. Ça, c'est notre LLM. C'est exactement le même que tout à l'heure. Hein. Si on regarde les informations du pipeline, ici, dans la step, on va retrouver le même Git repo, la même branche et puis le même commit. Donc, on est bien sur le même code qui a été déployé juste sur une autre infra. Et par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe sur cette fonction chapeau qui va aller appeler le LLM. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la partie RAG parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais on va quand même regarder ce pipeline. Ce pipeline, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller récupérer la question de l'utilisateur. Il va lui envoyer, il va y ajouter un pré-prompt qui va dire, je vous montrerai tout à l'heure le pré-prompt. Il peut aller prendre en entrée un modèle si vous avez envie de pouvoir choisir entre plusieurs LLM, un nombre maximum de tokens, et puis surtout ici, une méthode de retrieval, parce que comme on vous a dit, il y a plusieurs méthodes pour aller récupérer les documents et elles ont un impact extrêmement important sur les résultats de l'application.
Et sur chacune de ces méthodes, on va avoir des paramètres qui peuvent être un score, un seuil de score de similarité entre des documents, ou bien un nombre de documents qui peuvent s'ajouter à cette méthode. Et en sortie, on va sortir un texte généré. Et en fait, on a construit l'application pour qu'elle sorte aussi deux autres choses qui sont un context relevancy feedback, c'est une métrique d'évaluation de la performance de la réponse, et une autre métrique d'évaluation de la performance de la réponse qui est la faithfulness. Donc en fait, on a cette application chapeau qui va communiquer avec une interface, qui va récupérer la question de l'utilisateur, récupérer des morceaux de texte et puis envoyer ça au LLM et en plus demander des métriques. Comment ça s'articule? On va aller voir dans les exécutions ici, par exemple cette exécution-là. On a posé au LLM la question, quel est le personnage de fiction associé à l'Aston Martin DB5, et on a partagé ce qu'on a enregistré dans nos métriques. On a partagé un document, ici c'est le texte de la page Wikipédia Aston Martin DB5. Donc, on a noté tout ça. On a le pré-prompt qui a été utilisé ici. C'est un pré-prompt classique de RAG. Tiens, un assistant répond en utilisant le contexte qu'on va te fournir derrière. Et puis, si tu ne sais pas, ne réponds pas. On a enregistré aussi la méthode de RAG qu'on a utilisée, les paramètres de RAG qu'on a utilisés. Et puis ensuite, on a enregistré les différentes réponses, à savoir James Bond, qui est la réponse qui a été fournie à la question initiale, et puis ensuite les réponses qui ont été fournies pour les métriques. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand le pipeline du RAG a reçu la première question? Il a donc récupéré les éléments de contexte et il l'a envoyé à notre LLM. On peut voir cette exécution ici. Il a bien envoyé le pré-prompt. Notre pré-prompt, il est ici. Il a amorcé le contexte et ensuite il a envoyé tout un tas d'extraits de documents qui ont été donc récupérés par un autre algorithme. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, on a pas mal d'extraits de documents et il a envoyé la réponse. Et à partir de là, il attend que le LLM réponde et on a notre réponse. Là, il récupère la réponse, il l'enregistre et il va relancer une autre requête en utilisant cette réponse, les éléments de contexte et la question. Donc, en fait, il va relancer deux requêtes puisqu'il y a deux métriques. Et par exemple, ici, il va envoyer une nouvelle requête au LLM avec un pré-prompt qui va lui demander d'aller évaluer la question qui a été fournie par rapport, la réponse qui a été fournie par rapport à la question et aux éléments de contexte. Et donc, on renvoie la question, on renvoie la réponse, on renvoie le contexte, et puis on lui dit, dis-moi, analyse-moi ça. Et là, encore une fois, le LLM, donc le même LLM, on réutilise le même cœur LLM pour aller faire cette évaluation-là. Et la même chose pour la troisième requête. Et à la fin, tout est enregistré ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on enregistre tout. Donc, on est capable, exécution par exécution, de voir tout ce qui s'est passé. On peut aller même dans le détail de l'exécution du LLM si on se pose des questions. On voit que chacune de ces requêtes-là, la requête initiale, elle a pris environ 16 secondes. Donc, on est sur une requête un peu plus complexe que ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai demandé quel était le président de l'Allemagne. Et les métriques, elles, ont pris environ 21 secondes pour la première et 27 secondes pour la seconde. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir une vision globale en fait de chacune de ces exécutions. C'est-à-dire que si je retourne dans mon pipeline, j'ai accès ici à chacune de mes exécutions de RAG avec l'enregistrement de la question, des paramètres des méthodes de retrieval. Donc, par exemple, on voit qu'on a deux méthodes, la MMR et la similarity. On peut changer le paramètre. On a les enregistrements des métriques. On a aussi traduit les métriques en 0 ou 1 si la question est bonne ou pas bonne. Tout ça, ça peut être téléchargé. Du coup, après, ça a cette forme-là. Donc, ça peut être téléchargé soit pour une utilisation à la main à l'extérieur, soit pour l'utilisation dans un autre pipeline qui viendrait analyser ce qui s'est passé la nuit. Donc, on a vraiment la possibilité non seulement d'enregistrer les métriques, mais derrière d'aller les comparer et les réexploiter. Et là, on vous a donné un certain nombre d'exemples de métriques, mais en soi, on les a fait tourner sur le même LLM, et vous voyez bien que la question initiale, elle a pris 15 secondes, et chacune des métriques derrière a pris 20-25 secondes. Donc, en fonction du cas d'usage, on va peut-être pas vouloir attendre que les métriques aient été calculées avant de renvoyer la réponse.
Et c'est là qu'on revient à ce que je vous ai expliqué précédemment, à savoir qu'en fonction de l'utilisateur, si on a un utilisateur pro, on peut lui balancer la réponse même si elle n'est pas sûre et derrière lui dire attention, il y a des métriques derrière d'évaluation de la réponse qui vont arriver, regarde-les quand même avant d'aller plus loin. Là où un utilisateur béotien, eh ben, peut-être qu'on va vouloir attendre que les métriques aient été calculées avant d'envoyer la réponse. Et si les métriques n'ont pas 1 et 1 de chaque côté, eh bien, ne pas envoyer la réponse et dire bah, je ne suis pas capable de répondre. Voilà, donc tout ça, c'est important. On va vouloir agencer les choses un peu différemment. Ce qui est important aussi, c'est que quand on fait ça, bah, on appelle 3 fois notre LLM. Donc, c'est très important de savoir si notre système, eh bien, il va pas être, encore une fois, saturé en ressources. Donc, on peut aller voir bah, ce qui se passe sur ce LLM-là et on voit que, bah, a priori, on n'a pas non plus de ressources saturées, on a plus de VRAM utilisées parce qu'à force de faire des requêtes, bon, on a des choses qui vont se charger, mais c'est pas non plus, on n'a pas fait tomber le système. Bon, là, on voit quand on fait des requêtes, eh ben, on va aller taper le GPU plusieurs fois à 100%, mais au final, il est jamais complètement saturé. Et d'ailleurs, ça se voit sur les temps de réponse. Hein. Si je vais voir les analytics, ici, je peux aller voir les temps de réponse qui sont ici. Je vois que mes temps de réponse, bah, on a une moyenne ici, on reste à 18 secondes, donc on est tout à fait raisonnable. Donc là, j'ai fait un tour un petit peu de ce qu'on peut faire. On peut faire plein d'autres métriques. Là, on a donné des exemples de métriques online, c'est-à-dire qu'on les lance juste après avoir donné la réponse, on va évaluer la réponse. On peut imaginer les faire offline, c'est-à-dire reprendre, par exemple, en fin de journée, ces évaluations et les faire tourner sur le GPU bah, quand elles ne sont pas utilisées pour aller faire des requêtes par les utilisateurs externes. On peut aussi, j'ai vu une question passer sur l'utilisation du CPU et de la RAM. On peut aussi envisager, quand on fait des métriques offline, par exemple, comme on n'a pas d'enjeu de délai de réponse, eh ben, on peut aller utiliser des techniques qui vont aller dropper une partie des calculs et des poids des modèles dans la RAM. Alors, ça fait que les temps de réponse sont beaucoup plus longs. Hein, on va être peut-être 10 fois plus long. Sauf que bah, l'intérêt, c'est qu'on peut faire tourner des modèles plus gros. Donc peut-être que, par exemple, vous allez vouloir, pour votre inférence interactive, avoir un modèle 7B quantisé. Et quand vous allez vouloir derrière faire des évaluations offline, vous n'avez plus ces problématiques de temps de réponse. Vous allez peut-être vouloir mettre un modèle 13B ou un Mistral 8 x 7B, par exemple, pour aller faire ces évaluations. Ça prendra du temps, mais c'est pas grave, ça a toute la nuit pour tourner. On peut aussi aller faire, on peut aussi exploiter en fait des LLM même commerciaux si vous voulez, parce que ici on a créé un LLM open source qui tourne sur notre plateforme avec une API, mais en soi on pourrait aller de temps en temps checker si notre application globale elle marche bien en allant faire des calls à un LLM type GPT-4 qui va un peu faire office de golden LLM, donc de LLM extra fort sur lequel on va aller checker notre outil et on peut se dire bah, quand on va checker notre outil, on va par contre ne pas utiliser des documents confidentiels, on va juste tester la structuration de notre plateforme. Donc j'en ai terminé pour notre présentation, on a déjà dépassé le temps. Pour résumer, on vous a montré bah, ce qu'on pouvait faire, l'intérêt d'utiliser l'open source et puis l'intérêt d'utiliser des outils de MLOps pour aller bah, facilement déployer, redéployer des modèles avec différents paramètres, d'aller regarder ce qui se passe sur l'infra, sur les temps de réponse, sur bah, des métriques de qualification de la réponse. Et tout ça, ça va permettre en fait de construire des applications eh bien solides et qui vont être dans lesquelles on va pouvoir avoir confiance. Donc maintenant, on va pouvoir prendre bah, potentiellement quelques réponses. Je ne sais pas si tu as quelques questions. Ouais, alors, on avait une question qui était posée dans le chat directement, qui demandait s'il n'était pas finalement plus simple d'imposer le format, par exemple un JSON, par le prompt. Alors, comme on disait, c'est possible de demander dans le prompt au LLM d'imposer un format. En revanche, comme on l'a expliqué, on n'a aucune garantie qu'il le respecte à coup sûr, donc parfois il va ne pas respecter le format, même si ce sera un JSON, par exemple, ça ne sera pas le même schéma que celui qu'on avait demandé. Il y a des méthodes un peu naïves qui consistent à faire une validation en fait du schéma a posteriori et à refaire la requête jusqu'à ce que, ou en tout cas un certain nombre de fois, en espérant que ça
que ça respecte le schéma en fin de compte, mais encore une fois, on n'a pas de garantie que ça termine vraiment. Donc même si c'est une approche qui est assez simple à mettre en œuvre et qui peut marcher, si on a vraiment en fait, si on sait que le résultat de notre requête doit être utilisé par un autre système, par exemple automatiquement que le JSON doit être envoyé à un autre système, là on peut pas se permettre en fait même une fois sur 10 en fait pas avoir le bon format parce que ça va juste ça va faire casser l'app quoi. Donc voilà, c'est une affaire de compromis, ça dépend aussi de la criticité du format. Mais si on veut être certain, il y a des méthodes qui existent qui sont en plus maintenant assez simples à mettre en œuvre et qui, comment dire, ont un surcoût en fait nul en temps et en calcul. Ça va pas coûter plus, ça va pas demander plus d'inférences de le faire avec ces méthodes-là. Alors elles sont un peu plus récentes, faut se faire un peu la main dessus, mais ça coûte vraiment pas beaucoup plus cher pour un résultat qui par contre est garanti. Donc c'est un peu ça le compromis entre ces deux méthodes. Il y avait une autre question, mais finalement Ludovic y a un petit peu répondu sur l'utilisation du CPU dans certains cas. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Hein. Un exemple d'application, c'était ce que tu disais pour les métriques, pour les faire tourner par exemple la nuit, on n'a pas besoin forcément d'instantanéité. Il y a effectivement la MACPP qui propose aussi de même faire tourner une partie du réseau sur CPU et une autre sur GPU. Donc ça peut aussi être une manière de en fait, exploiter l'intégralité des ressources qu'on a à notre disposition. Donc oui, c'est tout à fait viable. Ça dépend vraiment des cas d'usage de ce dont on a besoin. On a une question sur le RAG, sur les DB vectoriels qui peuvent être utilisés. Donc là, Raphaël, tu sauras mieux que moi, mais effectivement, par défaut, je crois que Lama Index utilise une ChromaDB dans mon souvenir. Alors, qui est bien intégrée, mais c'est pas la seule solution. Par défaut, Lama Index utilise sa propre DB, si je dis pas de bêtises. C'est assez bien intégré. En fait, de toute façon, bon, les outils de RAG comme Lama Index, LangChain, etc., sont intégrés avec à peu près toutes les DB vectorielles possibles et imaginables. Donc là-dessus, il n'y aura pas vraiment de souci de compatibilité. Une manière de répondre, ça serait de dire, si vous avez des enjeux de vélocité à développer ça peut être celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, Postgre a des extensions qui permettent de faire de la DB vectorielle. C'est pas les plus efficaces du tout, mais pour la plupart des cas d'usage que nous on a vu, ça pouvait suffire largement. Il y a d'autres DB, il y a Quadrant, je crois, qui est écrit en Rust, qui est réputé pour être vraiment très très rapide. Donc voilà, il y a effectivement beaucoup de DB, certaines sont payantes, certaines le sont pas. Donc ça dépend aussi du budget. Mais Chroma, pour faire des tests, ça marche assez bien. En production, ça peut peut-être être vite un peu plus limité. Voilà, il y a d'autres opportunités, d'autres alternatives open source ou payantes. Mais Quadrant, il me semble, est gratuite et Postgre, l'extension de Postgre, j'ai oublié son nom, mais pareil, est gratuite. Donc ça peut être des bonnes manières de faire des tests aussi. On a eu une question aussi sur l'utilisation d'agents avec des modèles open source. Alors, les agents, c'est quoi? C'est d'aller obliger un LLM, inciter un LLM plutôt, parce que on va pas forcément réussir à l'obliger à un peu découper des tâches. Par exemple, si vous lui dites quelle est la hauteur de la plus haute montagne de France, plutôt que de lui dire de répondre en un morceau, le forcer à aller découper en disant bon, ok, la hauteur de la plus haute montagne de France, il faut d'abord que je cherche quelle est la plus haute montagne de France, donc c'est le Mont Blanc, et ensuite que je cherche la hauteur du Mont Blanc. Et pour chacune de ces recherches, vous pouvez lui donner des capacités d'action, par exemple, aller faire une recherche sur Internet. Et donc oui, on peut tout à fait utiliser ces agents avec des modèles open source. Hein. Nous, on fait des tests côté R&D, ça marche. On peut même le faire avec juste du pré-prompt engineering. Ça marchote. Le mieux est quand même de le faire en allant utiliser des librairies type Guidance qui vont aller imposer un format de sortie et donc s'assurer que il va choisir parmi X actions possibles. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question?
On a une question sur quelle plateforme, sur quel cloud pardon, se trouve la plateforme de Craft AI? Est-il possible en private cloud ou c'est du SaaS? Ludo, peut-être que tu peux. Alors par défaut, c'est du SaaS parce que c'est effectivement beaucoup plus simple, hein. Pour provisionner une infrastructure, ça prend quelques minutes et puis derrière pour déployer dessus, c'est aussi extrêmement rapide. Maintenant, on peut aller déployer on-premise si nécessaire. Il faut juste qu'on étudie l'infrastructure en elle-même chez vous pour savoir ce qu'il va falloir adapter. Mais après, tout ce qu'il y a derrière, en fait, tous les outils qui sont dans la plateforme sont des outils qui peuvent être déployés sur du on-premise. Il y a une question qui demande quel provider utilisez-vous pour host les LLM open source? Alors, ça dépend ce qu'on entend par provider. Si c'est comment dire, si ça revient au cloud qu'on utilise, notre plateforme est cloud agnostique, donc on peut s'adapter en fonction du besoin, comme on disait, disponibilité, prix, etc., etc. Donc là-dessus, on va chercher en fonction des cas d'usage le meilleur là où on peut le trouver. Si c'est provider du LLM open source, en ce moment, on utilise beaucoup Mistral, mais on a utilisé Llama aussi par le passé. Et comme vous le savez, en fait, il y a des nouveaux LLM open source qui sont meilleurs que les autres, tous les 2 mois, voire moins. Donc, on essaye d'être actif et de s'adapter, donc ça change beaucoup. Et si c'est host, dans le sens où est-ce qu'on va les récupérer, là, dans ce cas-là, la réponse serait, je pense comme beaucoup de gens sur Hugging Face, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup pour aller récupérer les modèles open source. Il n'y a aucun problème d'accessibilité aujourd'hui aux modèles open source. Ils sont tous disponibles sur Hugging Face et Hugging Face est suffisamment bien fait pour que ce soit extrêmement simple de passer d'un modèle à l'autre. Donc voilà, du coup, je ne sais pas exactement où situer la question, mais au moins ça donne un petit aperçu des différentes technos qu'on peut utiliser pour tout ça. Très bien. Alors, on va peut-être arrêter là parce qu'il va bientôt être 15 heures. Ah oui, donc on a une dernière question sur l'usage de TPU pour aller faire des calculs. En soi, il n'y a pas de souci parce qu'on a de notre côté une couche d'abstraction qui fait que on voit pas forcément ce qui se passe. Les GPU, c'est quand même a priori un peu plus souple, mais si on adapte le code, il n'y a rien qui empêche aujourd'hui d'aller tourner sur TPU si c'est indispensable. Voilà, donc c'était tout c'était la dernière question. On va donc vous dire au revoir, vous remercier de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. On y répondra avec plaisir. Et puis, si vous avez besoin d'autres démonstrations de la plateforme, par exemple, sur d'autres cas d'usage, ou nous présenter vos cas d'usage, n'hésitez pas à nous contacter par le biais du site Internet. Merci à tous et puis bonne fin d'après-midi.